la situation de monopole, et je vous rappelle, puisqu'il y a Paul au bout, on est du côté de l'offre, et autrement dit, la situation où le marché est dominé par la présence d'un seul offreur. Alors d'abord, pourquoi existe-t-il des monopoles? Alors il y a beaucoup de raisons pour expliquer la formation des monopoles. Alors d'abord, il y a une concentration des entreprises qui est simplement liée à la concurrence et au rendement croissant. Liée à la concurrence, eh bien, quelque part, on est bien obligé de reconnaître que dans une situation de concurrence, le plus fort absorbe ou fait disparaître le plus faible, ce qui signifie que le plus fort grandit. Et qu'à force de grandir, eh bien, éventuellement, sans réglementation particulière, le plus fort va rester seul sur le marché. Autrement dit, je suis en train de vous dire quelque chose de fondamental qui devrait engager une réflexion de votre part, c'est que la concurrence tue la concurrence. Je suis en train de vous expliquer qu'une relation concurrentielle normale va faire que le meilleur va rester sur le marché et qu'à force d'être meilleur, il va être tout seul. Et donc, le mécanisme de la concurrence va aboutir à l'élimination de toute concurrence. C'est une réflexion importante que l'on peut avoir sur les avantages et les limites de la concurrence entre les entreprises. Les rendements croissants, je vous rappelle qu'on a vu cette situation. Un rendement croissant, c'est, eh bien, quand on produit davantage, on s'aperçoit que le coût de production diminue. Autrement dit, ça revient de moins en moins cher à l'unité, pour chaque produit, de produire un grand volume. Donc les entreprises ont intérêt à produire des grands volumes. Si elles ont intérêt à produire des grands volumes, ça va être au détriment d'autres entreprises. Et donc, effectivement, rechercher des rendements croissants, rechercher une baisse des coûts, eh bien, va signifier un rétrécissement du nombre de concurrents et au bout du processus, éventuellement, l'apparition d'une situation de monopole. Alors, il peut y avoir aussi des barrières à l'entrée des marchés qui vont faire que des entreprises vont se retrouver toutes seules sur leur marché. Par exemple, le brevet. Un marché va être protégé par un brevet qui va empêcher tout nouvel entrant. Je pensais à Polaroid. Polaroid, ce qui était la firme qui, pendant plus de 20 ans, a caracolé seule sur le marché de l'appareil photo à développement instantané. Alors vous allez me dire, oui, c'est un micro-marché, certes, mais c'est un marché, quand même. Et donc là, on est obligé de conclure à cette situation de monopole qui était provoquée par le brevet. Pourquoi transitoire? Parce que le brevet ne protège l'invention qu'un certain temps, au maximum 20 ans d'ailleurs. Après, ça tombe dans le domaine public, ce qui veut dire que les autres peuvent s'emparer de votre idée sans vous demander quoi que ce soit et surtout sans rien avoir à vous payer. Donc, monopole transitoire. La deuxième raison, je reviens à cette première raison qui est très importante, puisque ce sont des droits de propriété intellectuelle qui sont à l'origine de la situation de monopole. Or, ces droits de propriété intellectuelle, les brevets, on les met c'est l'État qui les a mis en place, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pour inciter les entreprises à innover. Autrement dit, c'est une réglementation qui s'adresse au marché et aux offreurs, qui finalement s'avère anticoncurrentielle et donc crée des situations de monopole. Là aussi, la réflexion est intéressante. Ce que l'on a fait pour protéger et inciter des entreprises à se comporter dans une certaine direction, finalement, au bout, peut entraîner des situations qui ne sont pas souhaitables, à savoir une situation de monopole. Deuxième raison d'apparition d'un monopole, l'existence d'un réseau coûteux. Alors c'est ce que la littérature a appelé un monopole naturel. Il est naturel parce qu'il ne serait pas naturel de faire autrement. C'est la concurrence qui ne serait pas naturelle. Pensez à la SNCF. La SNCF qui est un offreur de transport ferroviaire. Imaginez s'il y avait la concurrence dans le transport ferroviaire. Ça voudrait dire qu'il y aurait des offreurs qui viendraient installer leur ligne ferroviaire, leur ligne de chemin de fer à côté de la SNCF. Donc on aurait 5, 10, 15, 20 lignes en parallèle avec des concurrents qui circuleraient en parallèle sur la ligne, par exemple, Paris-Lyon. Vous imaginez le gaspillage de ressources à travers cette duplication des réseaux. Alors vous avez ça pour le chemin de fer, vous avez ça pour la distribution d'électricité. Imaginez s'il y avait plusieurs compagnies, à tout le monde il y aura
des fils électriques partout, pour le téléphone, idem, etc. Donc là, on reconnaît que la situation de monopole, un seul réseau, c'est plus efficace. Ça gaspille moins de ressources, en quelque sorte, que d'en avoir plusieurs, les uns à côté des autres. Troisième, autre raison, la présence d'une autorité de tutelle. Et cette autorité de tutelle, généralement, c'est une collectivité publique, que ce soit l'État ou une collectivité locale, qui va décréter un monopole public. Monopole public, par exemple, pour la fabrication de cigarettes en France. Voilà, l'État a déclaré que c'était lui qui fabriquait les cigarettes et qui prenait d'ailleurs les taxes qui vont dessus. Voilà, donc c'est un décret. Donc vous ne pouvez pas rentrer, personne ne peut venir fabriquer des cigarettes en France, puisque c'est l'État qui en a le monopole. Enfin, on peut avoir des situations de monopole, c'est intéressant parce que là, ceux-là, on va les rencontrer beaucoup plus fréquemment, ces monopoles-là, étant donné l'étroitesse du marché géographique. Autrement dit, on peut avoir un monopole local. Imaginez au petit pompiste qui est dans une région rurale française, en Lozère par exemple, et il y en a il y en a pas deux à 50 km à la ronde, et donc tous les gens qui habitent, comme on dit, dans cette zone de chalandise, à 5, 10, 15 km de la station-service, sont obligés de venir prendre de l'essence là, parce qu'autrement il va falloir qu'ils fassent 60 ou 70 km aller-retour pour faire leur plein. Donc eux, ils sont captifs de ce distributeur. Là, le monopole est local. Pensez au boulanger du village, c'est un petit village, tout simplement. Il est en situation de monopole. Donc le monopole local est une situation qui est beaucoup plus fréquente que toutes les autres. Alors ça, ce sont les justifications essentielles de la situation de monopole et comment on peut expliquer que on rencontre encore dans la réalité économique ces monopoles. Mais il faut quand même que je vous parle d'un renouveau de la théorie du monopole qui paraît extrêmement intéressant, qui s'appelle la théorie des marchés contestables. Alors qu'est-ce qu'un marché contestable ? Eh bien, c'est un marché sur lequel un nouvel offreur va pouvoir rentrer sans aucun problème. C'est-à-dire, c'est un marché sans barrière à l'entrée. Et là, que dit cette théorie des marchés contestables ? Eh bien, elle dit, finalement, même s'il n'y a qu'une seule firme sur un marché, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème ? Parce qu'à partir du moment où d'autres peuvent venir, et la firme qui est sait que d'autres peuvent venir, eh bien, va faire que cette entreprise va se comporter comme si elle avait déjà des concurrents. C'est-à-dire qu'elle va avoir tellement peur de voir arriver des concurrents qui vont venir lui prendre ses clients, eh bien qu'elle va se comporter comme si elle avait déjà des concurrents. C'est-à-dire que dès qu'elle va pouvoir baisser les prix, elle va les baisser. Dès qu'elle va pouvoir innover sur le produit, elle va innover. Donc elle va se comporter, cette firme toute seule sur son marché, comme si elle était en situation de concurrence. Et donc le consommateur, évidemment, bénéficiera de ça, bénéficiera de cette concurrence fictive, en quelque sorte, comme si l'entreprise était en train de batailler réellement avec d'autres entreprises. Donc ça, c'est une idée extrêmement intéressante, puisqu'on peut éventuellement voir des marchés où il n'y a qu'un seul offreur et qui vont se comporter d'une manière relativement concurrentielle. Alors, c'est l'arrivée de concurrents ou l'arrivée d'une concurrence indirecte, ce qu'on appelle des substituts, c'est-à-dire des produits qui vont satisfaire le même type de besoin, mais d'une manière différente. Après tout, quand on regarde l'offre de prix, les prix du transport aérien en France sur les lignes intérieures, donc les prix qui sont faits par Air France, eh bien sur les relations de 500 à 800 km, c'est-à-dire par exemple sur du Paris-Lyon, du Paris-Montpellier, du Paris-Toulouse, etc., eh bien on peut dire que la SNCF ou Air France ajuste ses tarifs en fonction de ce que fait son substitut, c'est-à-dire la SNCF. C'est-à-dire qu'on sait très bien, ils savent très bien chez Air France, que si le prix du billet d'avion il double, par exemple, augmentation considérable, eh bien ces clients vont tous aller massivement prendre le train pour se rendre à la capitale. Donc la concurrence, elle peut être aussi indirecte. Et notre entrepreneur en situation de monopole, s'il craint l'arrivée de substituts,
eh bien, il va se comporter comme s'il était en situation de concurrence directe et il va faire tout ce qu'il faut pour améliorer le sort de ses consommateurs, de ses usagers, en baissant le prix, en améliorant la prestation. Donc, ce renouveau de la théorie du monopole est quelque chose de relativement important, puisque finalement, on peut être tout seul sur un marché, et donc, on peut quand même, la situation économique peut favoriser le consommateur, hein, et c'est quelque chose de relativement nouveau dans l'analyse économique. Alors, finalement, le monopole ne serait-il pas la phase ultime du capitalisme, puisque d'une part, je vous ai raconté que les monopoles se formaient parce que les plus forts l'emportaient sur les plus faibles. Donc l'aboutissement du processus de la concurrence, ce serait la formation de monopoles, et que je suis en train de vous montrer, par la théorie des marchés contestables, que finalement, ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule entreprise sur un marché que le consommateur va être lésé. Donc si on met ça bout à bout, issu de la bataille concurrentielle, situation qui n'est pas si défavorable que ça pour l'ensemble des agents économiques, eh bien peut-être que l'avenir est un seul offreur au niveau mondial par marché. Évidemment, c'est un scénario de science-fiction qui a assez peu de chances de se dérouler.